Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Talk, l'émission qui donne la parole à celles et ceux directement concernés par les enjeux de société. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche de nombreux jeunes, l'accès au logement, ressources limitées, absence de garant, manque d'informations. Les difficultés sont nombreuses et pour accéder à un logement stable, notamment pour les moins de 25 ans. Alors pour en discuter tous ensemble, j'ai le plaisir d'avoir autour de cette table trois jeunes et également deux élus, à commencer par Yacine. Bonjour, Bonjour, merci d'être là avec nous. un plaisir. Également, j'ai, le plaisir d'avoir également à côté de Yacine, Anès. Bonjour ami, Tu vas bien? ça va Vous allez super. bien? Bon, on a dit qu'on se tutoyait et finalement c'est plus fort que moi le tutoiement, la proximité, ça me connaît pour ceux qui me connaissent. Anès, vous allez bien? Ça va, merci. Et également Angelo. Bonjour, Ça va? ça va, merci. Super, eh ben merci de participer à cette émission pour débattre ensemble des sujets qui sont intéressants et importants pour la société. Et j'ai également ici avec nous Marie Quinton, maire adjointe au logement et politique de la ville, également d'autres délégations, hein, on en a parlé tout à l'heure. Bonjour Marie, bienvenue. Bonjour, merci. Et également Barbara Darnay-Malaquin, conseillère départementale au logement également, à l'insertion et politique de la ville. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors voilà, c'est un peu pour cette première partie, on va commencer la transition vers l'autonomie, un premier pas parfois chez les jeunes semé d'embûches. Le départ du domicile familial est une étape importante hein, dans la vie de quelqu'un, mais dans les faits, elle est souvent complexe, logement introuvable, comme je disais, garantie exigée, manque d'accompagnement. Finalement, on va se poser peut-être la question, parce que ça va concerner les jeunes, qu'est-ce qu'un jeune? Quel est le regard pouvez-vous avoir sur ce qu'est un jeune? Je me tourne vers vous, les garçons, par exemple Anès. Eh ben écoute, Amine, pour moi un jeune, c'est un entre-deux. C'est pas un état stable, mais une transition entre un enfant qui a aucune responsabilité et un adulte qui doit porter sur ses épaules le poids d'une voix, le poids de ses actions et qui est responsable légalement, pécuniairement de sa propre vie. Et je pense surtout qu'un jeune, c'est un potentiel, c'est quelque chose qui est à développer. Yacine, Angelo, vous êtes d'accord avec cette vision-là? Oui, c'est assez complet. Ce que je rajouterais, c'est qu'il y a le facteur de la découverte. Quand on est jeune, entre guillemets, tout est nouveau. Et ça rejoint ce côté de découverte de soi, de comprendre qui on est pour savoir ensuite quel rôle on veut intégrer, assimiler dans la société. C'est entièrement ça. Et d'après, si je pourrais rajouter Bien quelque sûr. chose, bien évidemment, c'est aussi de nos jours, en 2025, un jeune précaire, on ne va pas le dire. Voilà, il y a des pourcentages qui sont donnés, donc on a des difficultés, des plans financement et tout ça. Donc c'est l'insertion, cette transition, elle est plutôt, enfin, en tout cas moi je la vis plutôt difficile. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi les garçons là-dessus. Oui. Et vous, bon voilà, on a tous été jeunes à un moment donné. Je ne dis pas que vous êtes plus jeune non plus actuellement. En règle générale, un jeune, comment vous le définisseriez? Mon engagement en tant qu'élu, il se fait très fortement vis-à-vis des jeunes parce que je considère que c'est eux l'avenir et c'est eux qui commencent à prendre les responsabilités de construire la société qu'ils veulent, de construire le monde qu'ils veulent et les orientations qu'il faut prendre pour que les choses elles s'améliorent. Par exemple, vous avez parlé des inégalités à l'instant. Donc en tant qu'élu, on est là pour vous et on est là pour être à votre écoute. C'est pour ça que je suis particulièrement heureuse de participer à ce débat où vous allez avoir une voix qui est prépondérante et on est d'abord là pour la recevoir. Alors après, qu'est-ce qu'un jeune? Moi, je suis entièrement d'accord avec la définition que vous avez pu donner. C'est-à-dire que c'est plutôt une phase qui s'étend pendant longtemps. Moi, dans la vie, avant d'être élue, j'étais prof de lettres classiques, donc j'ai étudié l'Antiquité. Pour un Romain, dans la Rome antique, on est adulte à partir de 30 ans. Cette notion du moment où on devient adulte, de l'âge qui fait la majorité, elle est mouvante, elle est fluctuante selon les sociétés, selon ce que la société exige aussi de ces jeunes. Il y a plusieurs majorités qui existent. La responsabilité aux yeux de la loi, la responsabilité par rapport à une famille, vous en avez parlé, etc. Donc forcément, c'est un cheminement et on va entrer dans ce débat sur ces sujets-là. Dans ces cheminements, il y a la question du logement, mais il y a aussi la question de tout ce que la collectivité elle peut faire, de
des personnes qui sont scolarisées, qui sont encore mineures, jusqu'à l'accompagnement dans la majorité, toutes les étapes dont vous avez parlé. Et vous, Alors c'est compliqué de passer après Marie parce qu'elle en fait, elle a tout dit. carrément tout dit, donc, mais Presque non, mais je sans pense, rapport après. je pense que alors moi je suis un peu plus âgée donc voilà, je pense que la jeunesse de ce que moi j'ai connu, c'était peut-être plus facile. Je pense qu'il y a eu le Covid parce que moi le Covid, c'est quand même la Covid pardon, ça a été quand même quelque chose, une rupture quand même totale et maintenant on en voit les conséquences et je pense que la précarité et ainsi de suite, ça s'est aussi aggravé et puis la santé mentale, enfin il y a plein de choses, moi je suis maman aussi, j'ai des ados et je vois très bien comment ça fonctionne et c'est pas évident et c'est vrai que j'ai peut-être eu la chance, il y a peut-être 30 ans, d'avoir peut-être une vie plus facile, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi je me suis engagée en tant que dans la politique parce que je trouve qu'il y a énormément de choses à faire et que toutes les difficultés, il y a toujours des solutions. Donc on doit pouvoir trouver des solutions pour la précarité, pour essayer de... Parce qu'en fait, le logement, c'est quand même le point de départ. Sans logement, vous n'avez pas de travail ou c'est compliqué. Et si vous avez qu'un CDD et ainsi de suite, vous n'avez pas de logement. Enfin bref, c'est un peu on se mord un peu la queue, enfin on tourne un peu autour du pot. Et donc du coup, maintenant, je pense que c'est important. Le logement, c'est vrai que j'en suis ravie d'être présente ce soir. Parce qu'il y a plein de dispositifs qui existent et parfois on ne connaît pas, quoi. Ça c'est vrai, on va en parler, on aura tout le temps de rentrer dans les détails sur les dispositifs, ce qui met en place et ce qui manque peut-être, ça on aura le temps d'en parler. Est-ce qu'aujourd'hui un jeune d'avant avait plus de facilité à vivre sa jeunesse qu'un jeune de 2025? Vous en pensez quoi? J'ai une petite idée là-dessus. C'est que je pense que nous, les jeunes, en 2025, on est plus conscients de ce qui se passe dans le monde. Déjà, ça nous pèse, enfin, pour certains jeunes, ça pèse un peu aussi mentalement. Bon, il y a des guerres, il y a plein de choses qui se passent dans le monde. Je pense qu'on est plus conscient là-dessus. Et alors, je dirais peut-être pas ça, je ne connaissais pas un peu le passé avant, mais aujourd'hui, il y a peut-être plus d'aide, si je ne me trompe pas. Après, je sais que voilà, la vie était moins chère avant. Aujourd'hui, elle est plus chère. Donc ouais, il y a beaucoup de différences là-dessus. Et donc après, c'est à vous de nous en parler là-dessus, sur les différences que vous voyez de votre enfance à la nôtre, entre guillemets. Sans remonter très loin, je pense vous êtes confrontés, rien que sans parler des réseaux et de l'information, à beaucoup plus de démarches. Moi, j'avais pas de stage troisième à trouver, j'avais pas de stage seconde, il n'y avait pas Parcoursup. Il y a beaucoup d'étapes administratives, de démarches à faire qui n'étaient pas si complexes il y a encore peu de temps. Alors dans certains cas, ça correspond aussi à des avancées, à des bienfaits. On parlait de l'autonomie, le fait de faire 1, 2 stages ou plus plutôt jeune, ça aide à gagner en autonomie quand il faut chercher un boulot plus tard. Parcoursup peut avoir des aspects positifs sur des orientations que peut-être moi j'aurais pas connues à mon époque. Mais ça induit aussi beaucoup de responsabilités, beaucoup plus de stress pour l'avenir. Je trouve que moi, ce que j'ai vécu, et encore je parle d'il y a 15-20 ans. Quand Si je vous peux entendez parler ça, de- qu'est-ce que ça vous fait enfin, comment vous réagissez? Oui. Je suis plutôt d'accord. Si je peux parler de ma première expérience de logement pour amener la discussion. Alors moi j'ai connu du coup Parcoursup et c'était la période de post-bac. On avait beaucoup de choses à gérer, notamment réviser nos partiels, pour ceux qui avaient des rattrapages, préparer leur rattrapage, et en parallèle remplir Parcoursup. Parcoursup pour beaucoup d'entre nous ça a été surtout beaucoup de refus. Parce qu'on se demandait... Pourquoi? c'est la question qu'on se posait à cette époque, sans vraiment aujourd'hui avoir de réponse. Après, c'est pas votre rôle d'avoir ces réponses-là, mais ça apportait justement un stress en plus. Et pendant cette période-là, on n'avait pas forcément le temps de chercher un logement. Parce que moi, du coup, j'ai habité à Montargis, et donc il a fallu déménager. Et à ce moment-là, donc j'ai 18 ans, Parcoursup me refuse mes vœux, et du coup, j'hésite. Je ne sais pas ce qui se passe. Il se trouve qu'à un moment, je suis accepté à un endroit où je voulais aller. Donc ça a pris du temps, mais ça s'est fait. Et du coup, il fallait que je fasse ma demande de Crous. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été quand même compliqué. Il restait peu de logements, parce qu'il faut savoir que le Crous ne répond qu'à 7% de la demande totale des logements étudiants. Donc forcément, c'est la course à qui trouvera en premier. Et une fois même que j'avais trouvé, c'était un 9 mètres carrés au Crous de Gramont, à Tours, si vous connaissez.
Et donc ce 9 mètres carrés, c'était quand même 240 €. Donc pour moi, c'était sans APL, puisque d'après un calcul, c'était moins bénéfique que je quitte le foyer fiscal de mes parents. Donc au final, ces APL, je ne les ai pas perçus. Donc j'ai payé mon loyer avec ma bourse. Et quand on dit 240 € pour un 9 mètres carrés, c'est quand même 26 € le mètre carré, ce qui est plus cher que le privé. Alors oui, c'est que du coup, si je comprends bien, vous avez été dans une démarche de chercher un logement, que ce soit avec le Crous, mais aussi avec le privé. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez pu observer des différences et des Bien conditions? sûr, il y a eu beaucoup de différences. Bon, alors, ce qui se passe avec le Crous, c'est que c'est très machinal. Donc c'est nous contre notre ordinateur, et puis soit on est accepté, soit on n'est pas accepté. Il n'y a pas d'échange avec des êtres humains, ce qui parfois, il se trouve, n'est pas plus mal, parce que j'ai aussi fait beaucoup de demandes dans le privé, et ça a été des Avec des agences classiques. des agences classiques, Le Bon Coin, les annonces sur seloger.com. J'ai vraiment essayé beaucoup de choses. Il y a des applications notamment qui répertorient toutes les annonces même. Et donc j'en ai fait des entretiens d'appartements, et j'ai été surtout beaucoup refusé. Donc je me suis orienté Crous parce que j'étais pas très regardant sur mon premier logement. Et au bout de la première année, donc j'ai été en alternance, et donc j'ai pu avoir un salaire. Et en plus de ça, donc j'avais mon père qui pouvait se porter garant. Donc moi j'étais dans une situation qui était quand même assez stable. J'avais donc mon CDD déjà pour 2 ans, et malgré ça, j'ai eu 6 mois de refus. 6 mois de refus, donc c'était parce que je comptais. Ajoute des difficultés dans la vie d'étudiante C'est avec, ça, bien sûr. avec, comme disait Madame Quinton tout à l'heure, l'idée que quand on est jeune en 2025, il y a beaucoup plus de démarches administratives, une lourdeur administrative qui pèse un peu plus sur la balance. Exactement. Angelo, toi, comment tu as, quelle principale difficulté tu as rencontrée lorsque tu as cherché un logement? Je je vais répondre juste à cette question. Juste, je vais rajouter sur les logements privés, donc on appelle ça le parc privé. Il y a énormément de difficultés, surtout sur le problème du garant. On n'a pas forcément une situation de vie avec la famille assez stable pour qu'il soit garant de nous ou autre. Ils ne gagnent pas assez. Ça dépend aussi de notre situation, si on est alternant, si on est étudiant. Parce que le parc privé, c'est eux qui décident directement, c'est pas une obligation ou autre. Par exemple, ok, il y a des aides comme le garantie Visal ou plein de choses comme ça, mais sauf que encore, c'est encore au propriétaire de décider est-ce qu'il accepte ou pas, même s'il y a par exemple cette aide-là. Mais bon. Mais pour répondre à ta question, en termes de difficultés que j'ai pu rencontrer, c'est vraiment le temps. Parce que sur un temps court, il faut faire une demande. Moi, je me suis direct renseigné auprès des FJT, pour les jeunes travailleurs, ou des associations comme AJH. Donc, parce que je fais partie de l'aide sociale à l'enfance. Et donc, souvent, on nous conseille directement d'aller là-bas parce que ça peut être finançable, etc. Et ça s'est passé comment avec AJH? Avec AJH, ça a été plutôt positif. Je ne m'attendais pas du tout à ça parce qu'on me parlait souvent de trouver son premier logement. C'est plus des difficultés qu'autre chose. Et beaucoup de temps d'attente. Voilà. Non, ça a été plutôt facile parce que on a la chance de on a cette chance-là, nous, les enfants placés, entre guillemets, d'être prioritaires dans les FJT, entre guillemets. Donc voilà. Et puis en termes de garant, c'est directement l'aide sociale à l'enfance qui est garant. Donc c'est entre guillemets l'État, entre guillemets une association. Donc c'est plus facile. Ou le département, bien évidemment, c'est eux qui gèrent, excusez-moi. Donc non, ça a été plutôt facile. Et puis même l'entrée, on nous a accompagnés sur les APL, par exemple, sur comment faire une démarche d'APL, etc. On nous donne des animations sur comment faire à manger, sur l'autonomie, etc. Donc vraiment, c'est un accompagnement et même un apprentissage sur l'autonomie totale. Merci pour vos retours. On va également s'intéresser à Yacine. Toi, est-ce que tu as des expériences similaires où il y a des particularités Alors, mon expérience, Angelo a très bien décrit, pas mal, notamment vis-à-vis du garant, qui est un vrai problème. C'est-à-dire que la garantie Visal, c'est conceptuellement très très bien. Maintenant, dans les faits, quand tu vas en agence, quand tu rencontres des propriétaires par expérience, la garantie Visal, c'est rarement accepté, c'est rarement pris au sérieux, c'est même considéré à risque, souvent, par des propriétaires. Donc ça, c'est compliqué. Moi qui étais en service civique, j'avais aussi un problème de ressources, de reste à vivre. Certaines agences, par exemple, qui demandent à gagner 3-4 fois plus que le loyer, ce qui est compliqué.
socialement, moi, je viens d'une mère veuve. Donc, je n'ai pas de garant, je n'ai pas de parents avec des revenus extraordinaires. Donc, c'est encore un frein. Et AGH s'est présenté comme une solution tout à fait exceptionnelle pour moi. Et j'en suis très content. Merci hein, en tout cas pour les témoignages de vos expériences. Je me tourne vers vous. Quand vous entendez ces témoignages-là, quelles sont vos réactions? Qu'est-ce que vous en pensez? Ma réaction, entre autres, pour l'aide sociale à l'enfance, c'est important parce que c'est quelque chose qu'on travaille depuis très longtemps. À partir de 16 ans, d'essayer d'être autonome. C'est vraiment l'objectif. Alors, je ne sais pas si vous avez eu un appartement Et c'est ça. dès 16 ans ou 17 ans, parfois, ou, enfin, tout dépend de la situation et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est votre vie. Mais c'est vrai qu'on essaye de travailler l'autonomie parce que vous avez une charge à partir de 18 ans ou au moment de Parcoursup, une charge importante de stress. Enfin, vous voyez, vous cherchez un appartement, vous ne l'avez pas. Enfin, j'imagine très bien, tout le monde n'a pas la chance d'avoir ses parents à côté ou de vivre sur la ville de Tours, par exemple. C'est vraiment compliqué. Et, donc, votre situation, je pense qu'il faut travailler l'autonomie en amont, bien sûr, pour en tout cas l'aide sociale à l'enfance. Ça, c'est ce qu'on fait, donc tant mieux. Tant mieux, mais il y a encore du travail à faire. Et puis après, sur la garantie visa, alors c'est vrai qu'il y a pas mal de critères, je crois, pour l'avoir. Mais le problème, c'est que alors je ne sais pas pourquoi les agences vous ont refusé à chaque fois, c'était parce qu'il n'y a pas de garantie. C'est une bonne question. Moi, j'avais un garant, j'avais un salaire, Bah oui, c'est ce que vous avez, c'est pour tout ça allait que bien et j'ai quand même essuyé Le problème, c'est 6 qu'il y a- mois de refus. le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de logements et que les bailleurs se permettent de choisir voilà, les personnes. Et donc, tout le monde n'est pas sur un pied d'égalité. Et ça personnellement, ça me dérange très fortement. Quoi, parce que tout le monde... Concernant la garantie visale, le problème n'est pas tant les conditions d'accès, parce que j'avais pas spécialement une situation exceptionnelle, mais je l'ai eu quand même. C'est plus la prise au sérieux des propriétaires ou des agences qui vont considérer que c'est quand même beaucoup plus risqué que quelqu'un qui a ses deux parents qui travaillent, qui gagnent plusieurs fois le montant du loyer. Ouais, mais ça, c'est une idée reçue parce que en fait, la garantie, justement, elle existe pour permettre à des personnes, enfin des jeunes, d'avoir la garantie. Donc, c'est pas parce que vos deux parents travaillent qu'ils vont payer automatiquement. Enfin, je veux dire, à un moment. Et ça encore, c'est quand ils l'acceptent, parce qu'il y a des agences, par expérience, qui simplement ne prennent pas de garant. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de demandes. Et là, j'entendais encore ce matin, donc Parcoursup, les résultats sont sortis lundi, je crois. Oui, c'est même sûr. Et du coup, tout le monde se précipite pour ceux qui ont les vœux tout de suite dès le premier jour. Ce qui n'est pas beaucoup, mais enfin bon, en attendant, ils se précipitent. Et comme il y a une tension au niveau des logements, des petits logements, automatiquement, les bailleurs, ils choisissent. Et moi, c'est quelque chose qui me... Vous prenez en compte ces situations-là dans vos politiques publiques locales par exemple, je sais que vous, Madame Quinton, vous êtes coprésidente, il me semble, de l'IGERI, si je ne dis pas de bêtises. Président. Présidente même, pas Oui. Vous avez ma responsabilité. Bah là, on était beaucoup en train de parler du secteur privé. Et donc, effectivement, Barbara Darnay-Malaca l'a très bien expliqué. Les propriétaires privés, ils ont énormément de choix dans leurs futurs locataires. Et donc, entre deux garants qui leur donnent des certitudes de la garantie visale, ils peuvent choisir les deux garants. Et c'est le parc privé, donc ils ont cette liberté de le faire. Je pense qu'il y a des décisions nationales qui pourraient être prises pour avancer sur ces questions-là dans le parc privé. Peut-être que l'encadrement des loyers peut être une solution, parce qu'on évite des loyers qui soient très élevés, donc des ressources qui aillent plus en face. Peut-être que la garantie visale peut évoluer en garantie plus universelle, etc. Mais ça, ce n'est pas des leviers qu'on a entre nos mains. Par contre, effectivement, les élus, ils vont siéger au sein du conseil d'administration des bailleurs, donc comme administrateur, président, présidente. On est plusieurs dans ce cas-là. Donc moi, j'ai la chance d'avoir la présidence de l'IGERIS, monsieur le maire, la présidence de Tours Métropole Habitat. Du côté du département, il y a Nadège Arnaud qui a la présidence de Val Thorens Habitat. Voilà. Donc, avec ces bailleurs sociaux, qui sont aussi, on peut dire aussi des bailleurs publics, on a des moyens d'agir qui sont des moyens différents. Évidemment, un bailleur public, en passant par lui, il n'y a pas de question de refus de garantie visale. Par contre, vous trouverez toujours des conditions qui sont le fait d'avoir, une fois les APL
ôté du loyer, un reste à charge qui ne doit pas dépasser un tiers de vos ressources. Et ça, c'est une condition qui existe parce que sinon, on mettra en difficulté les jeunes. Et donc, c'est là où, heureusement qu'il y a des associations, heureusement qu'il y a en particulier Jeunesse et Habitat qui est sur ces secteurs, parce que actuellement, comme il n'y a pas de revenus jeunes garantis, c'est un sujet qui est prévu d'aborder après, il faut des associations spécialisées, il faut des acteurs spécialisés pour pouvoir accompagner et puis garantir ce qui devrait être normalement un droit, c'est le droit au logement, quel que soit l'âge, qu'on ait moins de 25 ans ou qu'on ait 50 ans. Une petite question là-dessus. On vient de dire qu'il y a énormément de demandes sur le parc privé, même sur le plan social. Crous 7%, voilà. Je voulais savoir, vous, dans vos politiques, que ce soit le département ou la mairie, qu'est-ce que vous faites pour répondre à cette demande-là? Qu'est-ce que vous mettez en place ou... Nous, on a constaté tout ce que vous dites, et même avec des personnes où il y a des parents comme garants, où il n'y a pas de problème. Même là, c'est un parcours du combattant, souvent. Hein. Donc, on a une réponse qui n'est pas parfaite et qui est déjà une avancée pour le territoire. C'est le forum logement étudiant, qui est plus largement un forum logement jeune. Donc, cette année, c'est le 21 juin. Ce sera la 2e édition. Et donc, pour cette journée, on essaie de communiquer très largement auprès des lycées, auprès de l'université, diffuser l'information à tous les réseaux qui travaillent autour des jeunes. Et vous pouvez retrouver dans cette journée les bailleurs sociaux dont on a parlé, qui sont présents, qui peuvent proposer des logements, donc soit des studios classiques du parc social, soit des logements qui sont déjà fléchés pour les jeunes. Parler de l'Igéris, l'an dernier, il y a une résidence Gramont-Molière, qui est une résidence meublée pour les jeunes. Les logements, ils étaient proposés à cette occasion. Vous retrouvez bien sûr le Crous, qui est là pour orienter les jeunes, éventuellement accompagnés de leurs parents. Vous retrouvez aussi des associations, par exemple des associations intergénérationnelles, qui sont là pour proposer des choses. Il y avait AJH, évidemment, qui était présent à ce forum logement jeune. Bref, une offre qui est quand même très large et qui permet de s'orienter. Il y a aussi des petites annonces avec tous les propriétaires du parc privé qui veulent bien prendre des garanties Visale, qui proposent leur logement. Et cette année, il y aura une nouveauté. Parce que quand on arrive à Tours pour la première fois, on a peut-être envie de se mettre en coloc, on n'a peut-être pas envie d'être tout seul dans un appartement, de passer d'un foyer où il y a du monde à l'appartement autonome. Et il va y avoir tout un temps Trouve ton coloc, qui sera proposé à cette occasion parce que il y a d'autres formes d'habitat qui existent. Voilà. De type colocation intergénérationnelle aussi, où je pense que c'est aussi, vu la pression dans le parc immobilier, la difficulté à trouver un logement, c'est une des réponses aussi d'habiter autrement. Dernière info, le CCAS de la ville de Tours, Centre communal d'action sociale, il gère des résidences pour les seniors, des résidences autonomie. Et on a travaillé avec le département pour que certains de ces logements en résidence autonomie, ils puissent aussi, pour des jeunes à qui ça correspond, pouvoir accueillir des jeunes. Donc par ce biais-là, il y a aussi d'autres offres de logement qui existent, qui sont intéressantes. Donc il y a pas mal de choses voilà, qui... Oui, comme disait Barbara Darnay-Malaquin, il y a plein de choses, mais c'est difficile de s'orienter et de tout connaître. Et vous, je me tourne vers vous, Barbara Darnay-Malaquin. Au niveau départemental, est-ce que vous avez aussi des dispositifs qui aident dans ce sens-là également? On aide la construction de certains biens, entre guillemets. Je sais que dernièrement, on l'a fait à Bourgueil, justement, pour des jeunes. Pour pouvoir, donc on a les aides à la pierre, en fait. Ce qu'on appelle les aides à la pierre, c'est on aide en investissement le bailleur pour pouvoir construire et pouvoir... voilà. Après, nous, sur le département, on a voté il n'y a pas très longtemps, on l'a travaillé pendant 2 ans avec l'État, sur un plan départemental de l'habitat. En fait, sur tout le département, de voir un peu ce qui existe. Parce qu'il y a plein de choses qui existent, mais et on a fait, alors il y a plusieurs fiches actions, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la fiche action, justement une fiche action pour les jeunes. Et donc savoir un peu, parce qu'il y a plein de logements sur tout le territoire. Hein. Alors il n'y a pas que Tours, bien sûr, c'est sur tout l'Indre-et-Loire. Et donc de pouvoir un peu mutualiser, de pouvoir mettre toutes nos forces pour pouvoir trouver des logements d'autres types. Alors Marie Quinton en a très bien parlé sur la colocation, c'est vrai que ça se fait de plus en plus aussi, il y a ça.
Il y a les foyers jeunes travailleurs où on essaye d'en faire de plus en plus parce que c'est un bon dispositif. Et puis, alors il y a plein de choses, mais en même temps, on a l'association, donc la JH, qui travaille, avec qui on donne une subvention pour qu'ils puissent vous accueillir, pour vous informer, il y a 3 missions globalement et surtout vous informer pour trouver des logements et ça c'est important. Pour nous, c'est très important D'être en lien avec les structures. d'être en lien. Et puis AGH, c'est une association quand même avec qui on travaille énormément. Donc voilà, on essaye de mandater des associations comme ça qui puissent vous orienter et de connaître. Qu'est-ce qui vous manque pour réussir à 100%? Parce qu'on sait aujourd'hui qu'en France, il y a à peu près 350 000 SDF, dont, si on garde les mêmes stats, 30% de jeunes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous manque? Et comment nous, on peut agir? Comment vous pouvez agir à votre échelle pour régler ce problème? Il y a un premier problème, c'est la production de logements. On a un phénomène qui est une décohabitation de plus en plus des ménages. Là, on était habitué à avoir des foyers où il y avait 3, 4 personnes. On a de plus en plus à la fois de seniors qui vont se retrouver seuls, et puis de plus en plus de jeunes, et des jeunes qui vont avoir tendance à devoir partir du foyer aussi plus tôt, parce que orientation et la vie qui fait ça, et puis plus de séparation aussi de couples qu'avant. Et donc il faut savoir que pour chaque logement qu'on crée, on ne crée pas forcément, on répond pas forcément à des besoins de nouvelles personnes à Tours, mais on vient juste combler cette décohabitation qui se fait. Et donc l'effort de production des logements en France, pour l'instant, il n'est pas assez important. On estime qu'il faudrait produire 200 000 logements par an, 200 000 logements, plutôt des logements publics d'ailleurs, des logements sociaux, pour répondre à ce besoin-là que vous exprimez. Donc nous, en tant qu'élus locaux, on a besoin qu'il y ait davantage d'aides à la pierre, les fameuses aides dont parlait Barbara Darnay-Malaquin, qui sont des aides qui sont données aux bailleurs pour pouvoir produire ces logements et pour pouvoir répondre à ces besoins en petits logements. Et puis pour moi, il y a aussi un grand débat qu'il faudrait avoir, c'est pourquoi avant 25 ans, on n'a pas de revenus garantis. C'est ça, la question du deuxième temps. Juste juste un chiffre, parce que c'est assez marquant. Sur 20 000 demandes, on a 5 000 logements sur l'Indre-et-Loire et il y a 20 000 demandes. Donc vous voyez un peu Donc ce que dit Marie Quinton, c'est sur la production de logements, quoi. Mais après ça concerne la politique nationale et voilà, on fait avec ce qu'on a sur le territoire et on essaye de le faire au mieux, mais bon. Mais vous pouvez être sûr que tous les élus locaux, que ce soit la ville, la métropole ou le département, on se bat pour ça. Mais que c'est vraiment une bataille Donc complète. il y a une entente globale à notre échelle sur il faut aider les gens. Oui, sur l'analyse de la situation et les besoins, on est d'accord. Les jeunes de moins de 25 ans sont parfois en marge sur les dispositifs d'aide, parce qu'il me semble qu'il n'y a pas le RSA, il n'y a pas toutes ces... parfois pour ceux qui ont du mal à trouver un emploi et à la fois faire leurs études, conditions d'éligibilité restrictives. Est-ce que cette précarité est bien reconnue? Est-ce que pour vous, elle est palpable, elle est présente dans vos statistiques? Oui, il y a une précarité des jeunes. Il y a une précarité qu'on constate en sortant dans la rue, parce que vous pouvez trouver des jeunes qui sont en très grande précarité de logement, soit qui dorment dehors, soit qui sont en squat, soit qui ont des hébergements ponctuels chez des amis. Donc elle est tout à fait tangible. Moi, je vois plusieurs effets. On peut pas nier qu'il y a des effets de discrimination. On a parlé tout à l'heure de garantie visale. Il y a des discriminations qui peuvent exister, peut-être à la connotation sonorité du patronyme. Il y a des discriminations aussi au quartier, l'origine. Cet aspect-là des discriminations, pour moi, elle pourrait être traitée avec des réponses locales. Peut-être un observatoire sur ce sujet-là. En tout cas, je pense qu'on peut avancer là-dessus. Alors moi, sur le revenu, du moins les expériences que j'ai vues, du moins où j'ai lu, en tout cas par exemple en Loire-Atlantique, ils font le RSA jeune. Sauf qu'en fait, c'est quand même beaucoup de conditions, et puis ça dure que 3 mois, quoi.
Et moi, je préfère qu'on travaille sur l'insertion des jeunes, de trouver un emploi stable, parce qu'en fait, l'emploi stable permet d'avoir un logement et ainsi de suite, quoi. Et je trouve que ce n'est pas une solution, les 3 mois, c'est de faire croire qu'ils vont gagner peut-être 500 €. Enfin, moi, je gère le RSA au niveau du département. Enfin, on survit avec 500 €, on ne vit pas. Donc, c'est que transitoire et 3 mois, renouvelable qu'une fois d'ailleurs. Enfin, en tout cas, en Loire-Atlantique. Alors après, j'ai pas été, C'est peut-être des essais. Pour l'instant, oui, enfin, en même temps, après, il y a un coût aussi, mais le problème, il est là aussi, hein, donc moi, je pense qu'il faut plus travailler sur l'insertion et donc après Parcoursup ou les études, mais au moins permettre à des jeunes d'avoir des stages, de pouvoir avoir un emploi, quoi. Enfin, c'est surtout ça, quoi. Vous en Euh, pensez quoi Bah, c'est très intéressant parce que donc oui, effectivement, il y a ce coût qui serait de mettre en place ce revenu universel pour les jeunes. Euh, alors moi, je suis d'accord, les choses elles ont un coût et je suis d'accord, il faudrait insérer les gens en société pour qu'ils soient efficaces. Le fait est que quand on n'a pas d'argent, on ne peut pas être efficace. Il a le vrai problème. Quand tu penses à ce que tu vas manger demain, tu n'as pas le temps de faire un stage, tu n'as pas forcément le temps d'aller chercher du travail, de te former, etc. Il y a une notion de stress. Les jeunes aujourd'hui, on sait, ils sont sous pression constante mentalement. Donc moi, je suis d'avis que c'est 500 €, voire plus, qu'on investirait sur chaque jeune, ce serait effectivement un investissement. C'est pas un coût. Parce que l'argent qu'on perd aujourd'hui, entre guillemets, qu'on perdrait à donner aux jeunes, en fait, ce serait un retour sur investissement parce que là, ce seraient des jeunes qui auraient plus à s'inquiéter du lendemain. Qui serait du coup plus productif sur autre chose? Forcément, et c'est quand on peut être productif sur notre vie qu'on peut débaucher plus tard un CDI grâce à nos études ou même vers des expériences basiques comme le service civique ou commencer comme caissier et puis finir peut-être un jour manager. Enfin bref, on deviendra une source de revenus pour l'État via nos impôts. Donc je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir, non pas comme un coût mais comme un investissement. Et je me tourne vers vous, Yacine ou Angelou, si vous souhaitez réagir. Ah bon, il est là, te dit. Je voulais revenir sur la ville de Tours. Aujourd'hui, on constate qu'il y a 30% des jeunes de la ville de Tours qui sont sous le seuil de pauvreté. C'est plus que le national qui est de 22,8%. Comment vous répondez à cette problématique-là? Parce qu'on voit qu'il y a quand même 30% de jeunes à Tours, des étudiants pardon, qui sont au seuil de pauvreté, donc ça crée des stress, ça crée plein de choses. Et donc justement pour être bénéfique dans le futur, pour trouver un travail, pour se renseigner sur des aides, on n'a pas énormément de temps parce qu'on pense à autre chose. Comment vous répondez à cette problématique-là? On n'a pas une réponse qui soit totalement satisfaisante sur ce sujet-là, qui est un sujet national. Je pense que les chiffres que vous trouvez à Tours, il faudra les vérifier, mais on trouve un peu les mêmes partout. Les institutions, elles agissent en finançant quand même des associations. On a mentionné certaines. On n'a pas parlé du BIGE, mais qui est un lieu d'information importante. Et puis après, c'est des actions de lutte contre la précarité qui sont pas forcément uniquement à destination des jeunes, mais tout public. Le CCAS de la ville de Tours, il peut venir aider sur des bons alimentaires, il peut venir sur des aides ponctuelles en cas d'impayé de loyer, mais on n'a pas de politique structurelle qui permette de répondre à ce phénomène-là d'ampleur sur le taux de pauvreté des jeunes. On a des réponses ponctuelles qui peuvent quand même éviter à certains de complètement lâcher et de se retrouver soit expulsés, soit de ne pas manger à leur faim. L'université est un acteur qui est aussi très engagé sur ce sujet-là et qui agit aussi sur ces questions. Et bien sûr, on a parlé du Crous. Et puis, il y a également, quand on voit les chiffres, je pense à JH, qui à Tours, plus de 70% des personnes qui sont, les jeunes qui sont en résidence sont sous le seuil de pauvreté. C'est que, quelque part, c'est un indicateur qui démontre un certain besoin, finalement. Je me pose la question, parce que là, vous démontrez ensemble un certain panel. Moi, j'ai le souvenir d'avoir rencontré des jeunes qui n'étaient pas forcément au courant aussi des droits et de ce qu'il existait comme dispositif. C'était aussi votre cas. Vous, est-ce qu'il y avait des choses que vous avez découvertes après coup? Absolument. En fait, j'avais déjà dit ça, mais je trouve que
l'information vis-à-vis de toutes les aides, parce qu'on a quand même la chance de vivre dans une nation assez exceptionnelle pour son esprit collectif, de vouloir aider, sa volonté de vouloir aider. Mais c'est tellement dommage que ce soit si peu communiqué en fait. C'est-à-dire qu'on n'a aucune idée, c'est-à-dire qu'on connaît les grandes aides, les APL, peut-être les garanties visa pour chacun, mais à part ça, je trouve que c'est pas du tout communiqué. Et sur le conseil départemental également, comme disait Barry Quinton, alors c'est pour le CCAS, mais le département, on a aussi un fonds d'aide jeunes qui permet d'aider pour les formations, pour les permis de conduire. Il y a plein de, voilà, il y a des choses. Sur les logements, on a le FSL, le fonds de solidarité logement. Enfin voilà, on aide aussi pour éviter les expulsions. Enfin, il y a plein de choses. Et voilà, nous, on est dans les politiques sociales. C'est une des compétences principales du département et donc voilà, ça peut se compléter avec le CCAS, mais effectivement il faut faire les démarches, il faut aller voir un représentant, une assistante sociale, un travailleur social. Il fallait trouver de soi-même en fait. Ouais, enfin, Un peu ça. après vous avez les maisons départementales des solidarités au département, donc vous en avez 22 sur le département, la porte est toujours grande ouverte, vous avez toujours des personnes qui sont là pour vous accueillir. Et nous, alors je vais rebondir là-dessus parce que on a un dispositif Autonomise-toi qui permet à des jeunes, et donc je remercie parce que la ville de Tours participe aussi avec nous depuis 3 ans, 3 ans je crois. C'est un dispositif qu'on a mis en place et donc c'est AJH d'ailleurs qui le porte également parce qu'on avait fait un appel à projet. C'est quelque chose complètement d'innovant et donc ça accompagne les jeunes mais en même temps avec un accompagnement social. Donc pour travailler l'insertion, voilà, il y a tout ça et donc la ville de Tours participe aussi. Enfin, je ne vais pas détailler tout, mais c'est vrai que c'est un dispositif qui est innovant. C'est le seul en France d'ailleurs. Et en fait, on a un seul interlocuteur. Donc les jeunes qui arrivent, ils ont un interlocuteur et c'est tout. Et nos partenaires, nos prescripteurs le connaissent ce dispositif. Donc ça permet de. Mais par contre, il faut aller voir un travailleur social qui puisse vous accompagner et ainsi de suite. Mais voilà, il y a tout l'accompagnement social qui est important et ça vous permet de trouver un logement, de l'insertion et de pouvoir travailler tout. Angelo, vous souhaitez réagir? Positif. Réagir sur ce dispositif, je l'ai vu tout à l'heure en regardant le conseil départemental, ce qui a été fait de l'année dernière. Je sais que ça a été testé et du coup ça a été mis en place. Aujourd'hui, il y a 200 jeunes qui en bénéficient. Malheureusement, il y a des limites de place, si je ne me trompe pas. Ah, du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est suffisant, même quand on entend l'ensemble des dispositifs mis en place par rapport au taux de jeunes voilà, qui sont sous le seuil de pauvreté étudiants, et même je pense aussi également aux étudiants étrangers qui ont leurs études en France. Non, je pense pas personnellement, parce que bon, c'est quand même une ville de Tours, il y a à peu près 30 000 étudiants, il y a des jeunes aussi, il y a des étrangers aussi, il y a aussi des services qui existent pour les étrangers. On n'en a pas parlé, mais voilà. Mais ouais, c'est 200 places, par contre, c'est un projet qui est réel, vraiment on a besoin entre une. On l'a mis en place, alors tout ça c'est avec les partenaires, hein, on ne le fait pas tout seul non plus. On l'a mis en place je crois en 2021, c'était une expérimentation parce qu'au département on essaye de faire des expérimentations, voir si ça fonctionne ou pas. On peut se tromper aussi, hein, ça fonctionne, bah, tant mieux, si ça ne fonctionne pas on arrête. Voilà. Et l'Autonomise-toi d'ailleurs on a eu un prix national hein, sur territorial pour l'innovation publique. C'est un accompagnement mais qui dure, alors il n'y a que 200 jeunes en 2024 en tout cas, 200 jeunes mais parce que ça dure 13, en moyenne ça dure entre 13 et 18 mois l'accompagnement. Donc on ne laisse pas non plus, donc c'est pour ça qu'il y a une file d'attente, enfin une file active j'ai envie de dire de 160, 170 jeunes. Voilà. Après c'est jamais... il n'y en a pas tant que ça, enfin, après c'est AJH qui... je sais pas... Un petit peu, mais de toute façon, parce que du coup, maintenant, ça commence à se savoir aussi. Donc voilà. Et les prescripteurs connaissent ce dispositif. Après, il faudrait qu'on essaye de l'étendre. Voilà. Après, c'est une histoire aussi de. Mais il faut tous les partenaires. Il faut. Mais 200 jeunes, sachant qu'il y en a pratiquement 80 qui sortent quand même avec un bail, enfin avec une location. Et voilà, il y a une stabilité après dans leur vie. Donc c'est quand même un dispositif qui fonctionne bien. Il y a toujours, la ville de Tours est arrivée il y a 3 ans, c'est la 3e année. On fait bientôt
un caucus, qu'on appelle un comité de pilotage pour justement faire le point et ainsi de suite. Après, voilà, la ville de Tours est arrivée. Bon, peut-être qu'il y en a d'autres après. On va essayer bien sûr de les tendre parce que c'est un vrai besoin. On vise vraiment des jeunes qui ont des difficultés avec Autonomie Histoire. Et donc c'est le principe d'un accès au logement et puis un accompagnement pluridisciplinaire. Mais qui peut aller très loin dans ce que développe l'accompagnateur, ici on l'a dit, c'est Jeunesse et Habitat. Ça va aller aussi sur des problèmes de santé mentale s'il y a besoin. Ça peut être un accompagnement assez léger, des papiers, très concrètement, l'aménagement un peu de l'appartement, à un accompagnement beaucoup plus soutenu qui va traiter de nombreux aspects de la vie des jeunes. C'est pas un dispositif pour tous les jeunes, heureusement. Il y a un grand nombre d'entre eux qui sont autonomes, qui ont un entourage qui peut aider, qui ont des amis. Donc le nombre de mesures, c'est un constat qu'on a fait. Évidemment, il y a plus de besoins que de mesures actuellement. Et surtout, on a parlé tout à l'heure des jeunes qui pouvaient se retrouver à la rue. Et là, vraiment, entre guillemets, en rupture. Pour l'instant, Autonomie Histoire ne répond pas à ces jeunes-là. Il y a d'autres étapes avant. Service d'urgence, si on appelle le centre. Voilà, là on est vraiment sur l'hébergement d'urgence, on n'est pas encore dans l'accès au logement. Et un des souhaits, donc cette fameuse réunion dont on parlait, ce serait de pouvoir donc financer encore davantage, donc l'apport de la ville de Tours, il augmenterait, pour pouvoir aussi expérimenter des réponses pour ces jeunes-là. Donc prochain conseil municipal, vous pourrez suivre, on va voter une subvention qui est à la hausse, avec un souhait encore d'augmenter, de continuer à innover. Malgré les tendances de réduction budgétaire de l'État? Alors l'État n'a pas baissé son budget sur ce volet-là. C'est peut-être un peu technique, mais je peux expliquer. Donc le président de la République, il avait lancé, il avait dit que le sans-abri c'était une grande cause nationale. Et donc il a lancé un plan quinquennal qui s'appelle Logement d'abord. Le logement d'abord, c'est un principe dont on sait qu'il fonctionne pour réduire le sans-abrisme, pour réduire le fait d'avoir des gens à la rue, pour tout le monde. Et donc le principe du logement d'abord, c'est toute personne peut aller dans un logement. On n'a pas besoin une fois de passer au 115 et puis une fois d'avoir un hébergement de 2 semaines, etc. Ça favorise des ruptures et ça fait que les gens ils sont encore plus en précarité. Mais au contraire, on met le logement et c'est à nous, tous, société, collectivité, à mettre l'accompagnement qui est nécessaire, dont la personne a besoin pour vivre dans son logement. Et donc l'État, ils ont lancé ça avec un appel à manifestation d'intérêt auquel la ville elle a répondu. Donc on a été retenu, donc on est territoire de mise en œuvre accélérée de ce plan-là. Et donc pour ça, l'État nous donne un budget et ce budget, on a la chance, c'est qu'il était plutôt à la hausse. C'est pour ça qu'on peut travailler avec le département et venir soutenir ce projet-là. Seulement, c'est quelques territoires qui sont sélectionnés et c'est pas national. Et les gens, ils bougent, hein. Ils sont pas figés à un endroit. Dans la vie, on change, on déménage. Vous-même, vous avez déménagé. Et donc, les moyens, ils sont très ciblés. Et l'idée, ce serait que ce plan puisse s'amplifier pour vraiment qu'il y ait des réponses. Réponse sur les sans-abri, mais Oui, mais je me y rappelle pas, compris l'année avec dernière, il y a le eu logement. 3000 jeunes à la rue, si je me trompe pas. Et donc, est-ce que ça répond réellement à la demande ou est-ce que c'est dans l'attente d'une amélioration parce que, comme il l'a dit tout à l'heure, 300 et quelques mille personnes encore sans domicile fixe. Donc, est-ce que ce plan marche pour vous? Est-ce que cette Alors, on idée-là... démontre qu'on peut donner des réponses. D'accord. Et surtout, ce qui est très important, c'est que ces jeunes qui ont bénéficié d'Autonomie Histoire, s'il n'y a pas de mauvaise surprise de type le titre de séjour qui n'a pas été renouvelé, parce qu'on a connu ça, ensuite ça se passe très très bien. Et ça aurait peut-être pas été le cas s'il y avait tout ça. Donc ça participe à démontrer qu'on sait donner des réponses à cette question de précarité d'accès au logement. Et en particulier là, pour le public dont on parle, les jeunes. Et on parle des jeunes aussi, on parle de l'association AJH. Si je me souviens bien d'après ce qu'on m'a dit, il y a une baisse de subvention de cette association-là, qui est assez conséquente parce que ça a des répercussions directes sur l'enceinte de l'association. Malgré ce que vous dites d'une augmentation du coup des fonds au prochain conseil de... Oui, on peut le déplorer. Il y a plusieurs strates de collectivités.
Il y a la ville, il y a la métropole, il y a le département, il y a la région. Et donc c'est plutôt l'échelon métropolitain qui a modifié ses politiques, on va dire ça comme ça pour faire simple, et qui se pose la question de cette subvention-là, qui peut représenter une baisse importante pour l'association. C'est important pour l'association, mais aussi pour Bon, les jeunes jeunes directement. en bénéficier. Ouais, voilà, c'est Mais pour notre part, que ce soit la ville ou le département, on n'a pas baissé. Enfin, non, au contraire, au contraire. Et on a besoin, on a besoin de vous. Évidemment, on parle de la question du logement, mais vous l'avez abordé, on l'a traversé, cette question-là de la santé mentale, parce que tu souhaitais réagir? Non? Ok. Pour arriver sur cette dernière partie de l'émission, la santé mentale, parce que trouver un logement, c'est pas simplement trouver un toit, mais c'est également, quand on est étudiant, avoir son espace qui conditionne l'équilibre personnel, la santé mentale, les liens sociaux. Et lorsqu'il est absent ou instable, ça peut entraîner évidemment une détérioration du bien-être individuel et général. Euh, Vous avez connu des périodes d'isolement, de rupture liées au logement ou pas? C'est-à-dire, Surtout notamment quand tu déménages. Quand tu déménages et que tu changes totalement de cercle social, tu connais plus personne là où tu arrives, donc forcément, les premiers temps, ils sont durs. Le premier semestre d'études sup, c'est celui où il y a le plus de gens qui abandonnent, qui changent de filière, qui retournent chez leurs parents. C'est vraiment une période clé sur laquelle je pense qu'il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ça, c'est une bonne question. Je saurais pas le dire. Mais oui, évidemment, il y a un problème de rupture entre ce qu'on entend et ce qui se passe. On ne sait pas réellement. Beaucoup s'alarment de notre sort, mais au final, on est très insatisfait entre guillemets des résultats de ce qui se passe. Si je peux me permettre, aujourd'hui, d'après Le Monde, hein, c'est une info, enfin, c'est un chiffre clé quand même, 82% des étudiants se sentent seuls et seulement 8% sont épanouis. Donc ça engendre quand même une problématique. Et sachant que moi, mon expérience en tant que jeune, entre guillemets, quand on n'est pas sociable, qu'on est un peu réservé, quand on change de ville, un logement seul, entre guillemets, hein, réellement, hein. Même s'il y a, par exemple, on peut faire du théâtre, on peut faire du sport pour rencontrer des personnes, voilà, même si l'université propose des choses, ça quand même, voilà, nous, le soir, on est tout seul. Quand on passe d'une famille à 5 et ensuite, bim, on se retrouve tout seul, ça fait un choc émotionnel énorme. Voilà, hein, quand même, c'est la deuxième cause de suicide chez les jeunes, quand même, la solitude. Donc, que répondez-vous? Enfin, qu'est-ce que vous proposez? S'il y a déjà de mis en place? L'éducation nationale vous le dit qu'en ce moment, les jeunes vont mal. Et je pense que, alors tout à l'heure je parlais de la Covid, parce que pour moi c'est vraiment un fait marquant. Les jeunes vont mal. Et le problème, c'est qu'on n'a pas de professionnels non plus pour avoir un rendez-vous. C'est horrible. Enfin, il n'y a pas suffisamment de professionnels. Et ça, le problème, c'est plutôt national et c'est le désert médical. En fait, et sur la santé mentale? Ouais. Il y a vraiment besoin de psychiatres, de psychologues, et il n'y en a pas suffisamment, quoi. Et là, on le ressent vraiment. Enfin, le désert médical, là. Sur votre territoire, vous avez notre territoire, oui. là que vous pouvez constater? Et les jeunes abandonnent assez facilement, et l'éducation nationale le constate également, et à la limite à tous les âges, même quasiment. Mais chez les jeunes, c'est assez impressionnant, quoi. Donc, mais bon, on n'a pas de solution. Enfin, moi, j'ai pas de solution miracle, malheureusement. C'est plus au niveau national, et on essaye de travailler là-dessus, sur les maisons médicales, sur essayer d'attirer des professionnels, mais il y en a peut-être pas suffisamment. Parce qu'il y avait une histoire à un moment donné d'attirer ceux qui sont, il me semble, à leur compte ou qui ont un statut. Là, je suis pas très sûr de ce que je dis, mais. C'est que la région soit employeur et ces médecins-là. Oui, mais c'est déjà des médecins généralistes, mais après. Il y a de plus en plus de maisons médicales qui se mettent en place, mais après il faut trouver les professionnels, et c'est pas simple non plus, quoi. Il y en a de plus en plus quand même dans les communes qui commencent à avoir vraiment des maisons médicales avec des infirmières, avec tous les professionnels, mais il manque quand même des psychologues, des psychiatres. C'est quand même. Finalement, et les jeunes aussi. Pour moi, je trouve que oui, mais. La question de la psychiatrie en France, ça devrait être une priorité. Là, je suis d'accord sur vraiment ce volet-là. Dans la question qui a été posée, il y a aussi un volet bien-être, lien social. On n'est peut-être
pas tous au niveau de problèmes mentaux qui relèvent de la psychiatrie. Moi, je pourrais aussi vous retourner la question, de quoi vous auriez besoin pour aller bien, pour que ce lien se fasse, pour que vous vous sentiez pas seul. Il y a des réponses. Tout à l'heure, j'avais parlé du BIJ, Bureau d'information jeunesse. Ils ont inauguré au niveau des Halles un tiers-lieu qui s'appelle le 360. C'est un lieu qui est important. À un moment, je voulais rebondir dessus quand on parlait de l'accès à l'information. Ces lieux-là, Bureau d'information jeunesse, et puis il y a des points d'info jeunesse, c'est vraiment des lieux ressources. Et c'est des lieux où on peut aller avec toutes sortes de questions. Des questions bien sûr sur le logement, mais ça peut être aussi des questions sur les activités, des questions sur l'orientation, comment je fais s'il faut orienter vers un travailleur social, comment je fais pour avoir un médecin. C'est vraiment des lieux ressources. C'est peut-être important en sortant de ce débat, rencontre, d'avoir en tête l'existence de ces lieux-là, qui sont des lieux privilégiés d'infos où vous pouvez vous rendre. Et puis on en avait parlé un tout petit peu au début du débat. Moi je pense que pour lutter contre l'isolement, c'est intéressant de travailler sur de la colocation. C'est intéressant de travailler avec de l'intergénérationnel. Il existe 2 associations à Tours, un toit en partage et ensemble de générations, où un jeune il peut s'installer chez une personne un peu âgée, mais ça ne convient pas à tout le monde. Mais ces questions-là d'habiter ensemble et de ne pas être tout seul dans son studio, pour moi c'est une des réponses qu'on peut travailler. Donc, je trouve qu'on a la main pour le travailler et qu'il faut qu'on le fasse et mieux à Tours. Et puis c'est aussi vous qui pouvez faire des propositions, c'est vous qui savez ce dont vous pouvez avoir besoin, on est à l'écoute aussi pour ça. Une réaction Ouais, en fait, tout au long de ce débat, il y a quelque chose qui m'a beaucoup surpris. C'est qu'en fait, on est tous d'accord sur tout. On est tous très conscients des problèmes. C'est en même temps, d'une part, c'est satisfaisant. Il n'y a aucune déconnexion entre ce que vous savez et ce qu'on vit. Donc on est sur les mêmes chiffres, on est sur les mêmes pensées, les mêmes directions. Et donc il y a des solutions, on les connaît. Enfin, il y a JH, etc., qui propose un accompagnement social. Encore une fois, on revient vers eux. Il y a du coup le BIJ. En fait, il y a des solutions qui sont testées, qui sont mises en place. Mais du coup, ce que je comprends pas, c'est, encore une fois, si tout le monde est d'accord et que tout le monde est conscient des problèmes, pourquoi ça avance si lentement? Où est-ce que ça bloque? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça arrête d'être si lent et qu'on règle le problème de la précarité? Il y avait la question gouvernementale aussi, de comment ça s'organise à un autre niveau, C'est ça. Est-ce pour que ça puisse se faire de manière efficace. Vous avez, vous, à votre échelle, un certain pouvoir. Est-ce que nous, à notre échelle, on peut faire quelque chose? Parce que si tout le monde est d'accord et que les solutions elles sont connues, que le problème c'est juste mettre en place ou gérer un bout de budget par là, un bout de budget par-ci, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus complexe que ça? Est-ce que je rate un point? Moi, je pense qu'il y a des questions auxquelles on a pu répondre avec des points politiques. Il y a des sujets d'accord, mais il y a une question. Pour moi, il y a la question de la société aussi. C'est difficile d'être jeune. Chaque époque, elle change. Chaque fois, il y a des difficultés qui sont nouvelles, et il y a des réponses qui sont très compliquées à trouver aussi. On est d'accord sur les constats, mais heureusement qu'on est d'accord. Les réponses qui existent localement, on a l'air d'accord pour dire que c'est des réponses qui vont dans le bon sens, mais il y a encore des tas de choses à régler. Et puis il y a des choses aussi auxquelles on n'a pas encore trouvé de solution. Les effets de la période Covid dont parlait Barbara Darnay-Malaquin, on les mesure très fortement maintenant. Et la réponse à ce problème-là n'est pas si simple. Ouais, je suis... Une petite réaction quand même sur vous me proposez beaucoup de choses. Moi, si aujourd'hui je suis timide, très réservé, qui n'a pas envie de me déplacer, comment je fais? Parce que bon, il y a cette question-là de timidité. Par exemple, exemple tout bête, moi je travaille dans un carrefour. C'est qu'il y a une personne qui dépose souvent des colis. Elle porte un masque, elle ne dit jamais bonjour, elle rentre, elle pose, elle sort. C'est son choix, c'est comme ça. Mais ça montre un problème aussi de réserve, entre guillemets. Donc, comment vous aider ces jeunes-là qui ne se sentent pas d'y aller directement d'eux-mêmes? Là, on avait parlé effectivement donc d'un problème où il y aurait eu besoin d'un soutien d'insertion professionnelle, un besoin social, autour également de la santé mentale. Où là, il y avait un côté où vous, sur votre
sur un diagnostic de territoire, ça manquait de psychologues, notamment pour les jeunes, pour qu'ils puissent aussi peut-être avoir plus accès à des dispositifs culturels aussi pour à un moment donné trouver des soupapes à ce qu'ils peuvent vivre au quotidien. Que peut-on être en attente au niveau gouvernemental à se dire bon, bah voilà, ça serait bien qu'on ait plus de moyens ou en tout cas une volonté politique sur ça. C'est quelque chose qui vous dites bah, un jour je demanderai à je sais pas, un député ou un ministre d'accès sur la santé mentale pour les jeunes. On l'a dit, le besoin en psychiatre et la question de la psychiatrie en France. Après, je pense qu'il y a des associations qui font un très bon travail et qui pourraient être financées davantage. Et puis après, par rapport aux problèmes spécifiques que vous avez évoqués, Angelo, peut-être vous, qu'est-ce qui aurait pu vous aider? Est-ce que c'était d'avoir une personne de votre âge ressource? Est-ce que c'est d'avoir une personne plus âgée? Est-ce que c'est d'avoir un lieu où vous vous sentez bien et vous vous sentez écouté? Je pense que chaque individu est différent. C'est aussi à vous de dire bah, pour un jeune comme moi qui était timide, je ne savais pas vers où aller, j'aurais aimé. Et qu'est-ce que vous auriez Bah, l'école, Oui. on est obligé d'y aller. Et je me dis, c'est un point où les associations, je sais que ça existe déjà, mais très peu. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure où vous avez fait part dans les lycées de cette aide-là. Je ne l'ai pas entendu, cette aide. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que si vous venez à nous dans un lycée, parce qu'on est obligé d'y aller, parce que c'est pour notre futur, donc là, on est obligé qu'on se sente bien ou pas bien, entre guillemets. Est-ce que ce serait plus simple d'y aller directement vers nous et de nous expliquer voilà, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, les aides, comment les trouver, plein de choses. Voilà, les premières déclarations d'impôts, tout ça, on ne nous apprend pas ça à l'école. Et quand on est en rupture familiale, ce qui est mon cas, entre guillemets, Alors moi j'entends ce que vous dites et en même temps le conseil départemental, on a les maisons départementales des solidarités, je le répète encore, mais on essaye d'aller vers les gens. Sauf qu'il y a des personnes, c'est entre guillemets des invisibles et on peut pas les, enfin c'est compliqué. S'ils font pas une démarche, par exemple d'aller voir une assistante sociale, par exemple, il suffit qu'ils aillent voir l'assistante sociale, on va détecter peut-être un problème de logement, un problème avec l'enfance, problème alimentaire, enfin je sais pas, plein de choses. Mais c'est aussi, alors nous on essaye d'aller vers les gens, mais en même temps il faut aussi que les gens viennent vers nous. Alors on a un bus qui permet d'aller dans les communes, parce que bon, en milieu rural c'est aussi très compliqué, tout le monde n'a pas la mobilité et ainsi de suite. Donc on essaye d'aller vers les personnes, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est aussi les personnes, quand elles ont besoin d'aide, de venir vers nous, quoi. Et les portes sont grandes ouvertes, mais on peut pas. C'est compliqué d'aller chercher les personnes chez elles. Enfin, quand vous voyez la personne, tout à l'heure vous donniez l'exemple de cette personne, essayez de créer un lien, enfin de lui parler, de savoir si elle a peut-être besoin de quelque chose, je sais pas. Enfin, c'est compliqué, non, mais je veux dire, c'est. Mais nous on fait quand on est pour le. Pardon? Je peux amener un début de réponse à votre question. Aujourd'hui, ce qui est très bien, c'est que, bah, comme vous l'avez vu, vous nous posez des questions, vous nous demandez notre avis, ce qui fait plaisir, parce que ça veut dire que vous avez un certain respect pour nous, vous êtes consciente qu'on peut prendre des décisions et réfléchir avec vous. Effectivement, elles sont plus que ça, elles sont même engagées dans un. Mais on peut pas conseiller des choses si ça ne répond pas à vos besoins. Justement, Ça par a aucun rapport à ça, intérêt. est-ce que dans vos conseils départementaux municipaux, il y a des jeunes qui ont la parole comme nous aujourd'hui? Est-ce que c'est une possibilité qui peut être mise plus en avant? Alors, du côté de la ville de Tours, bon, déjà, on a un élu qui a été élu. Il avait 17 ans au moment des élections, il a eu 18 juste avant d'être élu. Donc, on a une part des élus qui sont jeunes, donc qui portent quand même des problématiques et puis les voix des jeunes. Au cours du mandat, on s'était engagé aussi dans un dialogue structuré territorial. Où pendant 3 ans, il y avait des rencontres tous les mois alors au début ça a mis un peu de temps à se mettre en place, justement en période Covid, mais après un dialogue tous les mois entre des jeunes et des élus sur justement des problématiques de leur quotidien. Et puis arrivé au bout de ces 3 années de travail ensemble, on s'est dit qu'on arrivait un peu au bout de cette phase-là. Et donc, le dialogue structuré territorial, les jeunes, ils ont travaillé sur une réforme du conseil municipal des jeunes,
qui est devenue l'AJC, Assemblée des jeunes citoyens citoyennes à Tours. Et donc avant, le conseil municipal des jeunes, c'était uniquement des collégiens. Et maintenant, ça va jusqu'à 18 ans. Donc on n'a pas au-dessus de 18 ans, mais on arrive déjà à avoir un nombre de participants, des participants qui ont des visions sur des questions qui n'étaient pas abordées avant, avec uniquement les collégiens. Et donc c'est vraiment le dialogue structuré territorial qui a fait émerger cette réforme de l'Assemblée des jeunes citoyens de Tours. Il y aura Sur les décisions. qu'il y a un impact. Ils travaillent en commission, il y a une écoute. Après, ils vont aussi beaucoup travailler sur des projets. Et le conseil municipal, s'il y a besoin de voter des choses, en lien à ces projets, va les suivre. Oui, c'est plutôt ça reste quand même dans le cadre de cette instance. Après, nous sommes des élus, donc on a, la majorité vont sur le terrain aussi, donc on rencontre beaucoup de monde quand même. Donc on arrive à avoir des informations, on arrive à connaître vos attentes, vos besoins, parce que ça ne sert à rien qu'on mette des choses en place si ça ne répond pas. C'est vraiment l'objectif. Et puis on va dans les associations sportives, je veux dire, on rencontre aussi beaucoup de monde. Alors après, ce que je disais tout à l'heure, on fait des expérimentations, des fois on peut se tromper, pour l'instant pas trop, mais bon, on peut se tromper aussi, et donc il faut essayer de trouver des solutions, mais c'est en vous écoutant aussi, parce que nous, tout seul, on ne peut rien faire non plus, on a besoin de vous, donc voilà, c'est un peu... On essaye d'apporter des solutions. Alors les collectivités, la plupart, on essaye de se mettre ensemble, et je pense qu'on le fait de plus en plus, et tant mieux. Au-delà des étiquettes, au-delà de plein de choses, je pense qu'on est là vraiment pour notre territoire, et donc on se met de plus en plus. Parce qu'en fait, tout à l'heure on parlait d'argent, parce que c'est quand même pour l'État en déficit et ainsi de suite, donc automatiquement nous, ça a des répercussions pour nous. Le tout, c'est maintenant de travailler ensemble, de pouvoir mutualiser. On travaille avec la ville de Tours, la région, le département, la métropole. Voilà, on essaye. Le BIJ, c'est tout à fait l'exemple parfait où on a pu installer ce BIJ à Rue des Halles avec tous les partenaires. On a pu financer chacun une partie des travaux et ainsi de suite pour pouvoir avoir ce lieu qui est quand même assez emblématique et qui est vraiment... allez-y, parce que franchement, c'est un super endroit. Donc voilà, tout ça pour dire que tous les partenaires se mettent ensemble et on est tous conscients et on ne travaille plus les uns à côté des autres maintenant. On travaille, je pense pas dire de... je pense qu'on travaille, la preuve, Autonomie-toi, la ville de Tours, on participe, ce qui n'était pas au début. Donc voilà, on arrive à avancer et essayer de trouver des réponses, c'est surtout ça, quoi. Merci beaucoup pour vos échanges. On va peut-être se tourner vers ceux qui sont derrière la caméra. Vous ne les voyez pas, mais ils sont bien là, ils respirent. Ils sont derrière. Est-ce que vous avez des questions ou des questions, des remarques ou des interrogations? Je reviens un petit peu en arrière sur la question de l'isolement, notamment, qui pouvait être évoquée par Annès. Je pense qu'on a peut-être quelque chose à réfléchir quand même sur le plan local, et ça fait lien avec la question de la production de logements qui ont pu être évoquées par mesdames les élus tout à l'heure. C'est comment à un moment aussi on produit en effet de l'habitat adapté. Il y a beaucoup de production de logements étudiants, par exemple, à l'échelle de la métropole notamment. Vraiment, beaucoup de résidences étudiantes, mais pas souvent pensé justement le mode d'habiter et la lutte contre l'isolement. Donc il y a des résidences étudiantes avec voilà, des logements, très bien, c'est parfait, ça donne un toit sur la tête, mais comment on fait pour vivre ensemble? C'est aussi les réponses que nous, on a, Jeunesse Habitat, avec nos résidences Habitat Jeunes. C'est ce que les jeunes vivent ici quand ils sont chez nous. C'est-à-dire que notre rôle aussi, c'est pas juste de mettre un toit sur la tête des jeunes, mais c'est bien de créer justement le lien social, voilà, de faire que qu'ils se rencontrent, qu'ils puissent vivre des choses ensemble, traiter de sujets. Un débat comme celui-ci, par exemple, peu importe. Mais en tout cas, on essaye de créer justement ce moment un peu collectif et de lien entre eux. Et donc, il faut qu'on fasse gaffe, je crois, vraiment dans la production qu'on peut avoir et dans nos politiques de l'habitat vraiment local, de pouvoir se dire qu'à un moment, dans la production qu'on fait, il faut qu'on pense toujours à ça. Juste produire du logement pour produire du logement, c'est quelle société on veut derrière finalement, parce qu'on parle bien d'habitat et pas juste de logement. Voilà. Quand on a 19 ans et qu'on souhaite, quand même attirer sur cette question-là de allô, le national, il y a des besoins vis-à-vis de ça. Enfin, est-ce qu'on n'est pas désarmé finalement, ou est-ce qu'il y a des leviers qui permettent aussi d'attirer l'attention de ce qui est du gouvernement? J'ai envie de vous dire le vote. Le vote? Faut voter. Oui, mais on remarque quand même que les jeunes ne votent pas beaucoup et c'est dommage. Et c'est dommage, parce que c'est votre avenir aussi. Alors après, vous votez ce que vous voulez, c'est pas le problème, mais au moins c'est le seul moyen de s'exprimer, quoi. Mais pour moi, en vraiment tout cas. une baisse d'intérêt politique chez les jeunes. Enfin, il y a eu, je trouve qu'aujourd'hui,
notamment avec les récents événements entre ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en Ukraine. Tout le monde se réveille un petit peu et se rend compte qu'il faut faire des choses collectivement. Se réveille ou se renferme, hein, chacun réagit comme il veut face à la pression. Mais du coup, en fait, on se sent très très peu écouté en fait. On parle jamais de nous en vrai à la télé, le temps des grands. On aura beau dire. C'est ça, en fait, si on doit passer par faire des TikTok qui font le buzz pour que Monsieur Macron réponde à nos questions, on se demande à quoi ça sert de voter. Est-ce qu'on ferait pas juste des vidéos au final? Donc je pense qu'il y a un sentiment global chez les jeunes d'abandon. Donc forcément, quand on se sent abandonné, on n'a pas ce réflexe de... Alors que je pense que c'est un tort, hein. On devrait avoir ce réflexe de se révolter et d'aller, notamment la première chose avant de passer à la révolution, c'est le vote. Et donc de bien réfléchir à quels sont nos intérêts. Et comme la politique c'est un jeu d'intérêts, se rappeler que il faut qu'on vote pour nous, avant tout. Donc bien sûr, on est premier responsable de notre sort et on essaye de faire ce qu'on peut à notre échelle, même si quand on est jeune, on est très renfermé sur nous-mêmes. On n'a pas le temps de regarder ce qui se passe autour des autres. Donc si je peux appeler les jeunes aujourd'hui à se réveiller collectivement et à se rappeler que c'est ensemble qu'on va réussir à faire des choses, ce serait la seule chose que j'aimerais retenir aujourd'hui. Vous partagez le point de vue ou le message en tout cas d'Agnès? Oui, c'est une très bonne parole, un très beau message. Il y a aussi des jeunes qui vont pas voter tout simplement parce qu'ils sont inscrits dans leur commune d'origine et puis que faire l'aller-retour pour un vote, c'est compliqué. Donc vérifiez aussi votre inscription sur les listes électorales. Pensez à voter. Vous avez des députés en circonscription qui sont accessibles, vous pouvez leur écrire. Et puis investissez-vous ici si vous pouvez, si vous avez envie, dans des instances de démocratie participative. Il y a des temps qui existent, il y a des réunions qui sont conduites. Vous pouvez y aller. Rien que pour la ville de Tours, il y a les assemblées de Tours. C'est ouvert à n'importe quel âge. Le budget participatif de la ville de Tours, les jeunes, ils ne le savent pas, mais il n'y a même pas de conditions d'âge On a voté récemment pour ça, oui, effectivement. Voilà, c'est C'est vrai très que de bien. ce côté-là, Tous. merci beaucoup pour ce débat. C'est avec grand plaisir que je suis là ici à la Fabrique d'Images Citoyennes. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter sur un mot de la fin? Peut-être rapidement faire un petit tour en quelques mots. Moi, je voulais vous remercier parce que c'était très intéressant et d'avoir des échanges. Alors, je pense qu'on va peut-être continuer après, mais d'avoir des échanges après. Engagez-vous. Moi, alors, nous, je ne peux pas parler pour Marie, mais nous, c'est un engagement. On essaye de faire bouger les choses, c'est pas simple. Mais en même temps, si tout le monde dit on s'en fiche, il se passe rien, il faut vraiment y aller, quoi. Moi, je garde espoir. Je trouve qu'on travaille de mieux en mieux. Globalement, on essaye de mettre des choses en place. Ça résout pas tous les problèmes, mais au moins on essaye d'avancer petit à petit. Et nous, moi, je suis qu'une élue locale, j'ai un travail à côté. C'est vraiment un engagement, et donc je pense alors vous pouvez vous engager dans des associations sportives, culturelles, n'importe, mais au moins s'engager. Et c'est vrai que je pense que c'est bien. Et alors, ne dites pas que votre parole n'est pas écoutée ni quoi que ce soit. Plus on est nombreux, plus on avance. Et voilà. Donc j'ai envie de vous dire, engagez-vous. Je suis vachement d'accord. Je pense que il faut qu'on appelle les gens à se rendre compte qu'ils sont premiers responsables aussi de leur situation. Et vous êtes l'avenir surtout. On est l'avenir, on est les futurs décideurs. Rendez-vous compte, engagez-vous. C'était très intéressant. Merci beaucoup pour votre attention et votre temps d'ailleurs. On ressent vraiment que ces sujets vous tiennent à cœur et ça fait plaisir. Un mot de la fin. Évidemment pour vous remercier également pour ce débat. Je rebondis sur l'intervention de Caroline Jevenoux qui parlait du modèle des foyers jeunes travailleurs. On en a parlé un peu pendant le débat, mais ce débat qui nous réunit, on est ici au sein du foyer des jeunes travailleurs, qui a permis à la Fabrique d'Images Citoyennes de s'installer, qui nous a permis de nous rencontrer aujourd'hui. Et puis effectivement de bien dire ça, que derrière un logement, il y a aussi faire société et faire ensemble. Et donc, je conclus là-dessus pour dire que ce débat-là, c'est un exemple de cette réussite des foyers de jeunes travailleurs qui sont une vraie réponse. Et puis, je vous remercie tous les trois pour la qualité de nos échanges. De rien, merci beaucoup.
Eh ben, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir participé à ce débat émission. C'est la fin de celui-ci. Merci donc à nos invités. C'était un talk de Wanted TV, logement sous tension, un échange autour des enjeux que rencontrent les jeunes pour accéder à un logement. Merci à Anès, Angelo, Yacine pour leur témoignage. Merci à Marie Quinton et à Barbara Darnay-Malaquin pour leur éclairage et leurs échanges. Un grand merci également à l'AJH pour leur travail de terrain et j'ai envie de dire leur soutien total. Merci à vous également de nous avoir suivis pour ce débat. Retrouvez évidemment toutes nos vidéos sur notre site internet wantedtv.fr, nos interviews également et également j'ai envie de dire nos réseaux sociaux Instagram, YouTube et Facebook. Abonnez-vous pour ne rien louper de notre actualité. À très bientôt sur Wanted TV. Et comme je le dis toujours, c'est partout et c'est chez vous.